les rapports entre le beau et la nature. Alors la bibliographie qui a été rassemblée dans le cadre du projet pour l'axe jardin par toi, Rachel, et par tes assistants, donne déjà des réponses par le nombre d'ouvrages qu'elle enregistre. Leur dépouillement systématique qui doit avoir lieu dans le cours du projet permettra de nous dire de quoi sont faits ces jardins-là. Mon objectif, est-ce que vous êtes là encore? Oui. Oui, parce qu'on ne vous voit plus. Bon, donc je continue, d'accord. Voilà, c'est bon? Donc le dépouillement, est une attente, on pourrait dire, de ce projet. Alors pour cette séance qui est un peu précoce, dans cette année consacrée au jardin, mon objectif va être de me placer en amont de cette période contemporaine pour observer l'usage des jardins en littérature. Alors c'est en fait un objectif tout à fait énorme, et ce qui fait qu'en préparant cette présentation, je me suis dit qu'il fallait me donner un certain nombre de bornes. Alors la première de ces bornes, elle va être liée à mon domaine de compétences, puisque en tant qu'enseignante chercheuse en littérature française, ma méconnaissance de certaines aires culturelles, par exemple l'ère asiatique, qui est si importante pour l'art des jardins, me cantonne à une vision qui est tout à fait occidentale pour ce qui est de l'usage du jardin en littérature. De même, en tant que spécialiste des siècles classiques français et principalement du XVIIe siècle, c'est nécessairement à cette période que je vais emprunter la majorité de mes illustrations. Alors, là, il y a une autre limite qui est liée à l'articulation entre le format d'exposé tel qu'on peut le faire dans ce séminaire et puis l'énormité de cette matière. Et donc, plutôt que de procéder à un parcours chronologique, enregistrant les principales évolutions dans les usages et représentations du jardin en littérature, j'ai fait le choix de renoncer complètement à l'exhaustivité que je ne pourrais pas atteindre pour me concentrer sur 3 questions qui me paraissent se poser de façon récurrente et trouver néanmoins des réponses variables selon les époques. Je vais m'arrêter donc d'abord sur les limites du jardin, puis je regarderai quelle place entre imaginaire et réalité les écrivains réservent au jardin, et enfin, en observant ce qui se passe dans le jardin littéraire, j'évoquerai la gamme des usages du jardin qui pourraient sembler contradictoires entre eux, puisqu'ils nous font aller du plus intime à la plus extrême civilité. Donc, première piste sur laquelle je m'engage, la question du jardin et de ses limites. Qu'est-ce qui définit un jardin? Alors, j'essaie une définition en procédant à nouveau par des distinctions et en regardant le jardin par rapport au champ et par rapport à la campagne. Et je tente 3 pistes pour essayer de cerner le propre du jardin. Alors d'abord, la piste de la taille. Le jardin, si je le compare au champ, il est plus petit que le champ. La question de la clôture. La clôture me permettrait peut-être d'opposer le jardin à la campagne, qui, elle, est ouverte à la vue et qui s'offre ainsi comme un paysage. L'opposition, en revanche, est moins évidente du point de vue de cette clôture avec le champ, parce que chaque cultivateur n'a pas vocation à aller travailler le champ de son voisin. Il y a bien une clôture, donc aussi dans le champ. 3e élément, aussi l'usage. Le champ est fait pour être cultivé, ce qui peut être le cas du jardin, notamment si c'est un jardin potager. Mais on voit bien que pour le jardin, il y a l'utilité, mais bien sûr également l'agrément. Alors voilà, ces 3 éléments de définition que j'ai posés de façon relative au champ, relative à la campagne, sont-ils des critères absolus, des éléments absolus pour la définition du jardin? Alors la question de la taille, d'abord. Si le jardin est a priori plus petit qu'un champ, il n'est pas possible de dire à partir de quelle taille on passerait du jardin au champ. Il n'y a pas de fixe exact, de chiffre exact qui permettrait de fixer ce genre de choses. 2e point, la clôture. Le jardin est-il forcément clos? Alors,
évidemment, quand on pense au jardin, on pense à l'expression hortus conclusus en latin. Mais en même temps, si en latin on fait suivre le mot hortus, qui veut dire jardin, du mot conclusus, c'est qu'il existe des hortus qui ne sont pas conclusus, qu'il existe des jardins qui ne sont pas forcément fermés ou circonscrits. Donc le jardin n'est par essence pas forcément clos lui-même. Alors, quant au type d'usage, je viens de dire que le jardin pouvait être à la fois lieu de l'utilité et lieu de l'agrément, donc voilà, il n'y a pas de critères uniques pour définir les usages du jardin. Dans la littérature, on ne saurait donc s'étonner de trouver des traces de cette relativité définitoire, ou plus exactement d'une véritable oscillation dans les caractères qui sont prêtés au jardin selon les époques, mais aussi selon les besoins propres à chaque œuvre. La clôture, je reviens sur elle, est-ce que c'est véritablement un critère important du jardin en littérature? Alors cette question, elle est sans doute à aborder à la lumière de l'histoire des jardins. Vraisemblablement, la question de la clôture, c'est tout de même une caractéristique forte du jardin pour les périodes médiévales et renaissantes. Mais on peut penser qu'à partir du moment où l'art des jardins, en Italie d'abord, et puis en France, notamment dans le cadre du jardin à la française, donc à partir du moment où le jardin se met à réfléchir sur sa dimension géométrique et essaie de poser cette question géométrique en ouvrant des perspectives, et en allant vers l'ouverture de perspectives lointaines, les choses se posent sans doute un petit peu autrement. Versailles en est un exemple, avec la portée symbolique de cette ouverture vers un horizon sans limite qui passe par un axe solaire. À partir du château, qui se trouve à l'est, le regard se porte au loin vers l'ouest, en étant guidé par des pièces d'eau, le bassin d'Apollon d'abord, le grand canal ensuite. Alors, on a souvent expliqué à ce propos que le concepteur de ce jardin, André Le Nôtre, qui devait tenir compte en outre de la pente qui existe sur le site, avait réfléchi à tout cela en termes d'optique, en termes d'effet d'optique. Donc Versailles doit être regardé à partir de points de vue. Au fond, c'est un jardin conçu à partir d'un certain nombre de points de vue bien précis, points de vue qui ont été d'ailleurs spécifiés par Louis XIV dans un opuscule qu'il a lui-même conçu et reconçu à plusieurs reprises, qui s'intitule « Manière de montrer les jardins de Versailles ». Plusieurs témoignages du temps, de visiteurs étrangers du temps, font état de l'admiration que suscitait en tout premier lieu pour les visiteurs de Versailles la vaste étendue qui s'étendait dans ce site devant leurs yeux. La portée du regard est également en jeu quand sont aménagés des sauts de loup ou des AA, donc il s'agit de tranchées qui sont creusées en général en bout de propriété pour d'une part empêcher les intrusions à l'intérieur de la propriété, mais pour aussi, par la même élaboration, éviter de poser une grille, et éviter de poser une grille ou un mur qui viendrait stopper le regard, et empêcher donc cet effet de perspective. Donc dans ce type d'élaboration, de construction, on voit bien que la question de la limite pose à un moment problème et qu'elle pourrait constituer un obstacle non seulement matériel, mais de façon plus abstraite, un obstacle à la beauté et à la majesté d'un lieu. Ce qu'on pourrait peut-être ajouter sur les nuances à apporter à la notion de limite pour le jardin, c'est que l'existence d'une limite n'est pas forcément du tout le signe qu'on a affaire à un jardin. La clôture peut exister pour bien d'autres espaces. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais vous pouvez vous reporter au numéro 2 de l'exemplier, qui est là un extrait du songe de Polyphile de Francesco Colonna, un texte donc du milieu du XVIe siècle. Ce que je vous présente, c'est non pas un élément du corps du texte, mais un intitulé de chapitre, le chapitre 3. Ce sont des intitulés assez longs. Polyphile raconte
comme il lui fut avis en songe qu'il dormait. Et en dormant, se trouvait en une vallée, fermée d'une grande clôture en forme de pyramide, sur laquelle était assis un obélisque de merveilleuse hauteur qu'il regarda soigneusement et par grande admiration. Donc, dans ce livre, qui est un livre tout à fait fondateur sur la question de l'art des jardins, la clôture qui prend place à l'intérieur de cette fiction du songe concerne de façon assez étonnante ici une vallée. C'est toute une vallée donc, qui est fermée par une clôture, mais la forme de cette clôture est évidemment assez étonnante puisque c'est une sorte de pyramide. Donc c'est une sorte de clôture, on pourrait dire, en 3 dimensions, et qui renforce évidemment l'impression de clôture, puisque le haut aussi donc semble être pris dans cette clôture. Je pensais aussi de ce point de vue à un épisode qui est très connu, qui est l'épisode de l'Élysée, dans la nouvelle Héloïse, dont vous avez un passage sur l'exemplier au numéro 3. L'entrée dans l'Élysée, au moment donc, où elle se produit, c'est Saint-Preux, le personnage masculin principal, qui, dans la deuxième moitié de l'ouvrage, va entrer dans ce lieu qui a été aménagé en son absence. L'entrée donc est décrite en ces termes. Ce lieu, quoique tout proche de la maison, est tellement caché par l'allée couverte qui l'en sépare qu'on ne l'aperçoit de nulle part. L'épais feuillage qui l'environne ne permet point à l'œil d'y pénétrer, et il est toujours soigneusement fermé à clé. À peine fus-je dedans que, la porte étant masquée par des zones et des coudriers, qui ne laissent que 2 et 3 passages sur les côtés, je ne vis plus en me retournant par où j'étais entré, et n'apercevant point de porte, je me trouvais là comme tombé des nues. Donc, un lieu très soigneusement dérobé au regard, qui fait manifestement l'objet de beaucoup d'efforts de dissimulation, et où ce secret ne laisse absolument rien au hasard. De nombreux critiques ont parlé de cet épisode de l'Élysée. Et curieusement, les critiques parlent souvent de jardin de l'Élysée. Or, en relisant pour cette présentation cet épisode très connu, ce qui m'a frappé, c'est que Rousseau, lui, se garde bien de désigner cet endroit par le terme de jardin. Pour y amener son personnage, il emploie directement le terme d'Élysée. Et il va employer aussi à un moment le terme de verger, mais en fait il l'emploie avec beaucoup de réticence. Il parle par exemple de prétendu verger. Pour autant, on va trouver dans cet épisode le mot jardin. Mais quand il est employé, il sert à désigner non pas du tout cet endroit-là, mais des espèces de contre-lieux, des lieux qui sont placés en opposition par rapport à ce lieu-là. Le jardin, c'est donc un autre endroit par rapport à celui-ci. C'est par exemple un jardin qu'avait fait aménager le père de Julie, une sorte de jardin à la française. Et un jardin qui évidemment a vieilli, qui n'a pas été très bien entretenu, donc qui a un aspect un petit peu déliquescent. Le terme de jardin va être également employé par Saint-Preux pour évoquer des jardins qu'il a lui-même pu visiter en Europe, dans le cadre de ses déplacements. Et les jugements qu'il porte sur ces jardins sont des jugements très condescendants. Donc, l'Élysée, si on le désigne par le terme de verger, en fait, c'est tout simplement qu'il a remplacé un verger qui était là autrefois, mais ça n'est plus du tout un verger. Ça n'a plus rien à voir avec la fonction qui pouvait être celle du verger. Il n'y a pas du tout ici d'objectif de production. Donc ce lieu qui était anciennement utilitaire est devenu un lieu d'agrément qui s'inscrit dans la mode du jardin anglais qui s'est répandue en France au cours du XVIIIe siècle. Alors, on voit ici peut-être l'importance du terme précis pour désigner les jardins ou autre chose que les jardins, d'aller regarder dans les œuvres littéraires finalement ce qui est choisi par les auteurs.
Et il me semble, dans mon expérience de lectrice, hein, on va dire, de ces textes-là, que bien des auteurs, bien des écrits entretiennent une certaine confusion terminologique sur ce point. Cette confusion, on la mesure par exemple avec l'emploi d'un autre terme qui est le terme de parc. Hein, aussi, on peut se demander si les mots de parc ou de jardin ne sont pas parfois complètement interchangeables. Est-ce que le jardin, c'est forcément plus petit qu'un parc, hein? C'est l'idée première qui nous viendrait a priori, mais au fond, ce n'est peut-être pas tout à fait évident dans toutes les situations. Est-ce qu'il n'y a pas, dans bien des situations, une certaine indifférence terminologique de ce point de vue-là? Pour illustrer ce problème-là, hein, de l'indécision terminologique, je vais m'arrêter sur un roman dont vous avez un petit extrait ici, un roman qui date de 1669, dont l'auteur est Jean de La Fontaine, et qui s'intitule « Les amours de Psyché et de Cupidon ». C'est un roman qui présente deux niveaux de narration. Au premier niveau de narration, on voit quatre amis qui vivent au XVIIe siècle, donc, et qui décident d'aller se promener à Versailles pour écouter la lecture d'un texte que l'un d'entre eux a écrit. Ils en profitent donc pour visiter les lieux et on a un éloge donc de ces lieux. Ce sont les vers donc que vous avez ici. On ne connaissait point autrefois ces beautés. Tout parc était verger du temps de nos ancêtres. Tout verger sont faits parcs. Le savoir de ses maîtres change en jardins royaux ceux des simples bourgeois. Comme en jardin des dieux, il change ceux des rois. Alors on retrouve le mot berger, hein, dont je parlais tout à l'heure pour la nouvelle Héloïse, et de la même façon que le verger c'était l'autre fois, hein, on va dire, dans la nouvelle Héloïse, le verger ici semble arrangé du côté de modèles qui sont des modèles caducs, hein, de modèles donc du passé, hein, voilà, c'était le temps des ancêtres. Peut-être que ce qui s'ajoute ici aussi dans ce texte-là, c'est le critère de la taille. Un critère de la taille qui permettrait de distinguer le verger du parc. Le verger étant plus petit que le parc. Le parc est manifestant un progrès, un embellissement, hein, par rapport au verger. En revanche, si j'arrive à voir cette différence de sens pour le verger et le parc, je n'arrive pas à la voir de façon certaine pour distinguer le parc et le jardin, en tout cas dans cet ensemble de vers. Hein, ces jardins royaux sont synonymes, là, me semble-t-il, des parcs. Hein, voilà, parc qui est d'ailleurs ici employé au pluriel. Ce que je remarque encore à propos de ce même texte, Les amours de Psyché et de Cupidon, c'est qu'alors que tout ce premier niveau se passe dans le parc de Versailles, le mot même de parc n'est jamais employé pour désigner ce lieu de Versailles. Vous avez ici un emploi du mot parc, mais vous voyez qu'il apparaît dans une généralité, mais pas pour désigner le lieu même de Versailles. Pour parler donc de Versailles, de même que tout à l'heure on parlait de l'Élysée directement, on va dire Versailles, ou bien on va dire jardin, mais on va dire dans 99% des cas, jardin au pluriel. Hein, voilà, la nuance, c'est qu'on dit jardin pluriel, il y a un seul emploi où on a jardin au singulier. Donc voilà, il y a cette idée de pluralité. Donc voilà, de même qu'il y a une sorte de flottement sur la question de la clôture à propos des jardins, je pense qu'il y a aussi un grand flottement en ce qui concerne la question de la taille, petit ou grand. Hein, voilà, on peut hésiter sur le jardin. Alors ce flou sur la définition de ce que serait le propre du jardin se mesure dans nombre d'ouvrages. Je vous en propose deux exemples au numéro 5 de l'exemplier avec deux extraits, deux extraits qui viennent donc des aventures de Télémaque, un roman de Fénelon qui est publié en 1699, deux passages assez brefs qui parlent presque d'eux-mêmes. Le premier est une description de paysage, c'est le paysage tel qu'on l'aperçoit de la grotte de Calypso. La grotte de Calypso, c'est l'ouverture des aventures de Télémaque.
Donc voici cette description du paysage. Le figuier, l'olivier, le grenadier et tous les autres arbres couvraient la campagne et en faisaient un grand jardin. Il y a une sorte de perméabilité entre ce qui serait jardin et paysage. Et l'autre court extrait que vous avez est cette fois-ci une description qui vient un petit peu plus tard dans le roman, qui est une description de l'Égypte où va passer le héros. Si la douleur de notre captivité ne nous eût rendus insensibles à tous les plaisirs, nos yeux auraient été charmés de voir cette terre fertile d'Égypte, semblable à un jardin délicieux, arrosé d'un nombre infini de canaux. Donc voilà, pour un certain nombre d'espaces supposés différents du jardin, on peut se demander si, au-delà du nom, le traitement effectif de leur représentation ne finit pas par les modeler en sorte qu'ils se distinguent assez peu du jardin lui-même. Je pense en particulier au traitement du cadre pastoral. Le cadre pastoral, on pourrait en général s'attendre à ce que ce soit présenté comme un lieu qui est un lieu sauvage, à ce que ce soit présenté comme un lieu vaste, un lieu particulièrement ample. Ça pourrait être aussi un lieu où la terre serait envisagée comme un moyen d'avoir des revenus, où on ferait paître des animaux. Or, dans le cadre pastoral, le travail des bergers n'est quasiment jamais représenté. Les bergers, en fait, ne travaillent pas, ils n'en ont pas besoin. À quoi se consacrent les bergers? Ils se consacrent exclusivement à l'amour, et à des conversations sur l'amour et à leurs préoccupations amoureuses. Donc la littérature pastorale héritée de l'Antiquité et qui est passée dans les romans pastoraux italiens et espagnols au cours du XVIe siècle et puis au début du XVIIe siècle en France, traite finalement ces espaces extérieurs d'une façon qui les détache finalement d'une vie au grand air, d'une vie sur de vastes espaces, et en fait des lieux qui sont véritablement complètement appropriés par l'homme. Ce sont des lieux qui sont déjà très fabriqués, finalement des lieux qu'on pourrait qualifier d'intermédiaires. Et ces choix de traitement de tels lieux préparent ce que j'appellerais une sorte de jardinisation dans le traitement de l'ensemble des lieux extérieurs, quelle que soit finalement leur taille. Dans l'univers des jardins, une autre tension me semble pouvoir être interrogée. Quelles sont les forces qui sont à l'œuvre à l'intérieur du jardin? Est-ce que le jardin est régi plutôt par l'art ou plutôt par la nature? Là encore, l'histoire des jardins est un point d'appui pour mesurer comment les auteurs transmettent des représentations littéraires du jardin en conformité avec les grandes tendances de l'art des jardins de leur époque, certaines faisant plutôt la part à l'art ou plutôt la part à la nature. Quelles que soient ces tendances, selon les époques, la proximité du jardin avec l'art peut être reliée à sa situation. Un critère peut-être moins instable que ceux que j'ai évoqués jusqu'à présent, que l'on pourrait proposer pour le jardin, c'est sa proximité avec une maison. C'est sa proximité, en tout cas, avec de l'habitat. Par là, sa composition n'est pas sans lien avec l'architecture qui préside à la construction d'une maison. Si le texte s'intéresse à l'apparence d'une maison, à son bâti, qu'il s'agisse par exemple de traduire à travers l'architecture de cette maison le caractère des occupants de cette maison, ou bien qu'il s'agisse de s'engager dans une description qui serait une description à valeur esthétique, qui par exemple permettrait l'éloge des propriétaires de la maison. Et si on s'intéresse particulièrement à une maison, il y a de grandes chances que cet intérêt aille jusqu'au jardin, et qu'il y ait une sorte de mouvement descriptif qui permette d'unir, d'allier dans le geste descriptif, l'intérieur et l'extérieur. Et la question de l'architecture peut d'ailleurs être mise en relation avec les formes géométriques que l'on retrouve volontiers avant la mode du jardin anglais dans les parterres des jardins de la période moderne. Alors, l'art l'emporte clairement dans le jardin français au XVIIe siècle.
Pour le 18e, avec le jardin anglais, on prétend en tout cas retrouver un chemin qui serait le chemin de la nature. Mais on sait bien que cela se fait en réalité au prix d'un surcroît d'art, puisque les concepteurs des jardins anglais ne renoncent en réalité aucunement à l'art, mais que, comme pour Julie dans La Nouvelle Héloïse, ce qu'ils s'emploient à faire, c'est à effacer les traces de cet art dont ils ont usé et peut-être abusé. L'art est une sorte d'artifice à ce moment-là, mais en même temps, ce geste-là d'effacement montre bien quand même que ce qui se passe au cours du XVIIIe siècle, c'est une revalorisation, une promotion des valeurs attachées à la nature par rapport à l'art, puisque l'art doit être effacé. Donc, c'est peut-être pas la nature directement, mais c'est une revalorisation, en tout cas théorique, de la nature. Alors, si on observe un certain nombre de représentations littéraires du siècle suivant, le 19e, on mesure la poursuite d'un progrès au moins apparent, car il me semble qu'il faut être prudent, de la nature qui continuerait de se faire au détriment de l'art. Je prends ici un exemple tiré des Misérables. C'est un exemple assez connu, l'évocation du jardin de la rue Plumet. Ce jardin donc qui se trouve assez tard dans les Misérables, la rue Plumet, la maison de la rue Plumet, c'est le lieu où Jean Valjean va s'installer avec Cosette après une période où ils avaient trouvé refuge dans un couvent. Ce jardin de la rue Plumet, il est véritablement fermé au regard extérieur. Il est très fermé, très clos, parce que Jean Valjean est toujours en train de se cacher donc des poursuites de la police, de Javert. Il s'efforce donc de ne pas attirer l'attention sur lui. Donc voilà, il y a véritablement des effets de clôture. Et en même temps, ce jardin avec une grille, ce jardin où on a laissé pousser la broussaille, va à un moment en quelque sorte être le lieu d'une sorte de revanche de la nature, on pourrait dire. Donc c'est un jardin qui autrefois avait été aménagé, cultivé, dompté, on pourrait dire, et là il y a quelque chose de différent qui est en train de se passer. Je lis ce passage un petit peu plus long. Ce jardin, ainsi livré à lui-même depuis plus d'un demi-siècle, était devenu extraordinaire et charmant. Les passants d'il y a 40 ans s'arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des secrets qu'il dérobait derrière ses épaisseurs fraîches et vertes. Plus d'un songeur à cette époque a laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l'antique, grilles cadenassées, tordues, branlantes, scellées à 2 piliers verdis et moussus, bizarrement couronnés d'un fronton d'arabesques indéchiffrables. Il y avait un banc de pierre dans un coin, 1 ou 2 statues moisies, quelques treillages décloués par le temps pourrissant sur le mur. Du reste, plus d'allées, ni de gazon, du chien-dent partout. Le jardinage était parti, et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abondaient, aventure admirable pour un pauvre coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie. La croissance vénérable était là chez elle. Les arbres s'étaient baissés vers les ronces étaient montées vers les arbres, la plante avait grimpé, la branche avait fléchi, ce qui rampe sur la terre avait été trouvé, ce qui s'épanouit dans l'air, ce qui flotte au vent, s'était penché vers ce qui se traîne dans la mousse. Troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, brilles, sarments, épines, s'étaient mêlés, traversés, mariés, confondus. La végétation, dans un embrasement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l'œil satisfait du Créateur, en cet enclos de 300 pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine. Ce jardin n'était plus un jardin, c'était une broussaille colossale, c'est-à-dire quelque chose qui est impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville, frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet,
solitaire comme une tombe, vivant comme une foule. Alors, ce retour à la nature n'est pas définitif dans le roman, dans le roman de Hugo. Lors de leur installation rue Plumet, Jean Valjean confie ce jardin ensauvagé à Cosette. Et il le lui confie en sorte qu'elle en fasse en quelque sorte son royaume et qu'elle le remodèle, on pourrait dire, selon ses vœux. Vraisemblablement qu'elle le ramène donc à un état de jardin, mais celui en tout cas qu'elle choisira. Alors dans la suite du XIXe siècle, la littérature décadente va, à la fin du siècle, donc donner naissance à des jardins qui vont travailler cette question de l'exubérance de la nature et qui vont pousser si loin cette exubérance qu'on a parfois l'impression dans les textes que cet excès finit par se retourner contre la nature elle-même. Dans sa dimension vraiment trop foisonnante, le jardin décadent est un jardin qui étouffe par ses odeurs, qui étouffe par la sensation de l'humidité, qui étouffe par cette dimension un peu proliférante, qui fait qu'il est monstrueux. Il y a une dimension monstrueuse. Il est malsain. Il y a quelque chose de trop plein dans ces jardins-là qui n'apporte pas du tout l'apaisement du grand air, qui, au contraire, ont pour objectif en fait de créer un sentiment de malaise. Donc l'excès qui est placé cette fois-ci du côté de la nature relève en fait d'un retour à l'artifice, à l'artifice plutôt d'ailleurs qu'à l'art. On a ici une sorte de natura naturans qui finalement revient à une dénaturation qui travaille alors un tel traitement du jardin. Alors cette dimension, je vous en ai reproduit un exemple à travers un extrait du Jardin des Supplices d'Octave Mirbeau, qu'on peut situer dans cette extrême fin du XIXe siècle. Alors dans un jardin où on ne va pas trouver que de la végétation, mais bien des objets de supplice. À droite, des pelouses fleuries, à gauche, des arbustes encore, acères roses, frottés d'argent pâle, d'or vif, de bronze ou de cuivre rouge. Mahonia, dont les feuilles de cuir mordorées ont la largeur des palmes du cocotier. Éléanus, qui semblent avoir été enduits de lacs polychromes. Pyrrhus, poudré de mica. Lauriers, sur lesquels miroitent et papillotent les 1000 facettes d'un cristal irisé. Caladium, dont les nervures de vieil or sertissent des soies brodées et des dentelles roses. Thuya bleu, mauve, argenté, panaché de jaune malade, d'orangé vénéneux. Tamaris blond, tamaris vert, tamaris rouge, dont les branches flottent et ondulent dans l'air, pareil à de menus algues dans la mer. Cotonniers, dont les houppes s'envolent et voyagent sans cesse à travers l'atmosphère. Salix, et l'essaim joyeux de leurs graines ailées. Clérodendrons, étalant ainsi que des parasols, leurs larges ombrelles incarnadines. Entre ces arbustes, dans les parties ensoleillées, des anémones, des renoncules, des euchéras, se mêlaient au gazon. Dans les parties ombrées se montraient d'étranges cryptogames, des mousses couvertes de minuscules fleurettes blanches, et des lichens semblables à des agglomérations de polypes, à des masses madréporiques. C'était un enchantement perpétuel. Et, de cet enchantement floral, se dressaient des échafauds, des appareils de crucifixion, des gibets aux enluminures violentes, des potences toutes noires, au sommet desquelles ricanaient d'affreux masques de démons. Haute potence pour la strangulation simple, gibets plus bas et machinés pour le déplacement des chairs. Sur les fûts de ces colonnes de supplice par un raffinement diabolique, des calistégies pubescentes, des hippomées de la daourie, des lopospermes, des colocyntes enroulaient leurs fleurs parmi celles des clématites et des atragènes. Des oiseaux y vocalisaient leurs chansons d'amour. Donc ici, une introduction dans le jardin, d'instruments inattendus de torture, de supplice, qui vient en quelque sorte révéler la potentialité monstrueuse qui est au cœur de cette action de la nature dans le jardin.
Hein, l'art qui est ici mis en œuvre n'est pas un art qui vient dompter la nature, c'est un art qui vient concourir, rivaliser peut-être avec la nature pour le pire. On se situe avec un texte de cette sorte, à l'inverse d'autres textes qui, eux, associaient art et nature pour exprimer non pas un comble de l'horreur, mais un comble de beauté. Hein, on a évidemment un certain nombre de jardins dans les siècles classiques qui réunissent les merveilles de l'art et de la nature et qui, eux, travaillaient non pas du tout pour le pire, mais pour le meilleur. On voit que la tension donc, entre ces deux forces, que sont l'art et la nature, peut se jouer tout à fait diversement à travers les œuvres littéraires, selon un équilibre qui est tout à fait aléatoire et précaire, mais qui peut, quand il s'agit du meilleur ou du pire, relever plutôt d'un travail qui se situe du côté de l'extraordinaire, hein, et de la surenchère. Alors je vais passer à mon deuxième temps plus brièvement. C'est le premier temps sur lequel je voulais m'attarder un petit peu plus. Je vais m'arrêter donc à la question du jardin, placé dans une nouvelle tension donc entre imaginaire et réalité. Une autre tension qui traverse la représentation littéraire des jardins, avec d'abord donc peut-être la question de l'imaginaire. Imaginaire qui peut viser en gros deux objectifs. Soit on va avoir une recherche de l'enchantement, soit on va être dans un travail qui est de l'ordre de la pensée. Alors l'enchantement d'abord que produit le jardin, c'est celui, par exemple, qui est attaché au jardin d'Armide. Hein, peut-être le modèle de référence, ce serait le jardin d'Armide. Qui est Armide? Armide, c'est un personnage de magicienne que l'on trouve dans un texte du Tasse, qui s'appelle « La Jérusalem délivrée », qui est un texte donc italien de la fin du XVIe siècle, qui est publié pour la première fois en 1581 et qui raconte la première croisade, qui évoque les temps de la première croisade. Armide, c'est donc une musulmane qui use de sa magie pour lutter contre ses ennemis chrétiens et qui les capture grâce à la magie. Elle les enchante et elle va ainsi en particulier enchanter le vaillant Renaud qui se trouve prisonnier de ses enchantements et de son jardin, qui va être donc sa prison. Hein, donc il est captif du jardin. Le jardin a donc deux traits, hein, il est à la fois lieu d'enchantement et de prison. Le motif des jardins d'Armide est un motif extrêmement plastique qui a inspiré de très nombreux peintres et qu'on retrouve d'ailleurs traité aussi dans beaucoup d'opéras. Le jardin, c'est donc quelque chose qui, à partir de là, est largement associé à la notion d'illusion, qui va permettre d'abriter l'illusion. J'en prendrai un exemple dans la littérature française avec la pièce de Pierre Corneille qui s'intitule « L'illusion comique ». Pièce de Pierre Corneille qui date de 1635-36, où le dramaturge entraîne ses spectateurs dans une illusion dont ils ne comprennent pas à la première découverte toute la profondeur. Le public perçoit dans ce travail de l'illusion deux niveaux fictionnels. Ces deux niveaux fictionnels sont construits par le fait qu'on a un père auquel un magicien montre ce qui est arrivé à son fils, qui s'appelle Clindor. Ce fils est absent, il a fui l'autorité de son père. Nous avons donc le niveau du magicien et du père et le niveau des aventures de Clindor qui sont montrées par un jeu magique de l'illusion devant les yeux du père. Au dernier acte de cette comédie, les aventures de Clindor l'amènent à la mort. Et cette mort, il l'a méritée parce qu'il a manqué de foi et à l'égard de son maître et à l'égard de son épouse. Et cette mort se passe sous les yeux de son père tout à fait éploré. Et puis tout d'un coup, quelques vers plus loin, le mort se relève
et compte de l'argent. En fait, il est en train de compter l'argent de la recette parce que ce dernier épisode de châtiment, de mort, était en réalité la représentation d'une scène de tragédie. Clador, en fait, est devenu comédien. Donc, il y a un silence du magicien sur ce changement d'état, et par ce silence, le dramaturge permet à l'illusion de s'exercer aux dépens du spectateur par un passage imperceptible à un troisième niveau fictionnel. Pour la représentation de ce moment tragique, donc, du dernier acte, Corneille a choisi un décor bien spécifique, et ce décor, c'est celui du jardin, qui n'était absolument pas celui des deux autres niveaux. Donc, le moment le plus extrême du leurre, le moment le plus extrême de l'illusion, celui dont sont victimes non plus seulement les acteurs intérieurs de la pièce, mais aussi nous-mêmes en tant que public, c'est le jardin. Le jardin est véritablement un lieu particulièrement propice à la fabrication de l'illusion. Cette part de l'enchantement, de l'illusion, donc, je la rattacherai volontiers aussi à finalement toute une mémoire textuelle qui habite le jardin depuis l'Antiquité, une mémoire littéraire en quelque sorte qui nous a appris à associer bien des espaces extérieurs à du littéraire et en particulier à du mythologique, à tout ce vivier que sont les mythes et aux merveilleux qui évidemment qui constituent un élément essentiel de tout récit mythologique. Alors, à côté de cette question d'un imaginaire maximal qui nous emmènerait du côté de l'enchaînement et l'illusion, je parlais aussi d'une autre opération de l'esprit qui serait l'opération de la pensée. C'est aussi du côté de la pensée que peut être travaillé le jardin littéraire. Le jardin, c'est le fruit d'une conscience quand même, de quelqu'un qui va ordonner le jardin, et du coup, ça peut devenir aussi, pour l'écriture, un opérateur de pensée. Je pense par exemple à la parenté étymologique qu'on peut établir entre le recueil, le livre qui est un recueil, et le verbe cueillir. Dès la fin du Moyen-Âge, on trouve en effet un certain nombre de recueils qui vont faire référence au jardin. On a des recueils qui vont porter dans leur titre cette appellation métaphorique de jardin. Par exemple, le jardin de plaisance et fleurs de rhétorique. Ce n'est pas évidemment du tout un jardin réel que l'on va développer, mais on va apprendre la rhétorique en circulant dans une sorte de traité où on va être guidé comme si on se promenait dans un jardin. Et on trouve ce genre d'appellation dans beaucoup de titres de la période renaissante également. Le motif horticole qui est convoqué dans ce genre de titre et aussi dans le genre de dispositif qui structure ce type de traité a deux fonctions. Une fonction, c'est d'abord une fonction métaphorique, dans la mesure où le jardin s'offre comme une structure. C'est un modèle structurant pour l'ensemble du recueil. Mais il y a aussi une dimension qui est une dimension métonymique. C'est-à-dire que le jardin est habité par une dimension sacrée. À partir du XVIe siècle, particulièrement avec les poètes de la Pléiade, le jardin est un lieu sacré qui est habité par les muses, et du coup, le jardin est emblématique aussi du geste poétique au-delà d'une simple structure. Donc, des recueils de cette sorte-là utilisent le motif horticole pour permettre la mise en scène du livre, et du livre en tant que dispositif littéraire. De même que donc, ces jardins de la réalité peuvent relever d'une sorte de causa mentale, peuvent exprimer une sorte de projet, peuvent exprimer une sorte de vision du monde. De la même manière, le jardin littéraire peut être sous-tendu par des idées, par toute une série d'idées. Et on peut d'ailleurs dire que c'est quasiment la situation générale jusqu'au milieu du XVIe siècle. Parce que dans cette période-là,
l'objectif essentiel du recours au jardin, c'est d'utiliser le jardin pour le faire signifier. On ne va pas tellement rechercher une représentation d'une réalité à travers le jardin. En revanche, on va rechercher son pouvoir de signification. Cette importance donc de la signification prêtée au jardin se rencontre par exemple dans des textes à dimension utopique, dans des textes à dimension allégorique, dans bon nombre de textes aussi qui présentent des parcours initiatiques. La géographie allégorique s'ancre, il est vrai, d'ordinaire dans des espaces plus vastes que le jardin. Pour la géographie allégorique, il est bien commode d'avoir des montagnes, des reliefs, des accidents de terrain, des fleuves à traverser, ce qu'on ne trouve pas forcément dans un jardin. Cette pratique allégorique, on la trouve beaucoup dans la tradition médiévale, et le récit donc va alors matérialiser par des représentations spatiales, concrètes, un parcours intérieur, souvent le parcours intérieur d'un chrétien. On va fournir des images de ce qu'est le pèlerinage de la vie. Il ne s'agit pas évidemment dans ces cas-là de sens littéral, mais il s'agit de sens moral. Et les éléments qui sont décrits ont un pouvoir spécifique qui est un pouvoir didactique. Par rapport donc aux espaces vastes que nécessitent de tels enjeux, il faut tenter de restreindre probablement ce qui serait la spécificité du jardin allégorique. Il faut revenir sans doute donc du coup à cette question de la clôture, parce que pour le coup là, la clôture de ces jardins allégoriques, elle est nécessaire pour mieux les appréhender. Par sa clôture, ces jardins allégoriques-là, ils vont permettre de construire des asiles, en quelque sorte. Ils vont créer des lieux qui sont des lieux de salut, mais aussi des lieux qui sont des lieux de félicité. Et ces lieux-là portent évidemment la mémoire de l'Éden, portent la mémoire du paradis, ce paradis qui littéralement peut être traduit par le mot de jardin, et auquel s'assimilent des représentations positives. Alors des représentations positives, certes, comme l'âge d'or, mais des représentations qui ont pour caractéristique, en tout cas, d'être révolues. Le paradis est derrière nous, le paradis est perdu. Et ces lieux-là sont d'autant plus précieux qu'ils sont désormais, en principe, inaccessibles. À l'intérieur de ces jardins qu'on trouve dans cette géographie allégorique et dans les parcours initiatiques que l'on peut y représenter, j'aimerais m'intéresser à un élément particulier qui est un élément récurrent, le labyrinthe. Ce n'est pas un élément constant, mais c'est un élément qui revient. Un élément intéressant parce qu'il cumule la notion de clôture et celle de signification. La clôture du labyrinthe est en effet d'autant plus remarquable que le labyrinthe est à la fois quelque chose de centripète et de centrifuge. Centripète parce que au cœur du labyrinthe se loge probablement un secret qui est enviable et qui est inaccessible, au moins pour un certain temps. Et en même temps, si attractif que soit ce secret, on ne va pas rester toute sa vie dans un labyrinthe. Une fois qu'on a trouvé le secret, il ne saurait être question d'y demeurer pour toujours. Il y a en fait un risque dans un labyrinthe, un risque pour le visiteur, c'est de ne pas trouver la sortie et de se perdre, on pourrait dire, dans le labyrinthe. Donc si un visiteur de labyrinthe ne met pas toutes ses capacités, toute son activité en alerte, il risque de ne pas retrouver son chemin, il risque de ne pas trouver le sens, on pourrait dire, de son parcours. Le labyrinthe, si on ne réfléchit pas à la question du sens, peut devenir non plus du tout un lieu d'élection, un lieu extraordinaire, mais un lieu de captivité. Et j'avais un peu envie de m'arrêter sur un labyrinthe particulier dans les textes littéraires, qui est un labyrinthe que l'on trouve dans le manoir de Thélème. Ça fera peut-être sourire mes collègues, parce que Thélème a un sens pour nous, un sens caché.
Alors, à la fin du Gargantua de Rabelais, donc, est décrite pendant un certain nombre de chapitres l'abbaye de Thélème, qui comporte, puisque c'est un lieu extrêmement agréable, que cette abbaye de Thélème, un fleuve, et qui est un fleuve que jouxte, comme dit le texte, un jardin de plaisance qui ne fait pas l'objet d'une description extrêmement détaillée, mais dont on apprend en tout cas qu'il abrite un labyrinthe. L'épisode de Thélème, au-delà du message humaniste qu'il véhicule, s'inscrit dans des pratiques d'écriture d'un auteur, Rabelais, qui incite toujours son lecteur à lire à plus haut sens, à toujours essayer de comprendre autre chose que peut-être ce qui est écrit. Alors, le labyrinthe de Thélème pourrait symboliser, on pourrait dire, cette incitation d'essayer de creuser, un sens. Il y a un autre détail dans ces lieux de Thélème qui me paraît aller dans la même direction, c'est le fait que dans les fondations de Thélème a été trouvée une inscription. Et on a une très très longue inscription qui fait l'objet, qui est reproduite dans tout un chapitre, et qui donc se présente comme une sorte d'énigme, donc qui nous remet dans ce questionnement sur le sens qu'il y aurait à chercher. C'est le dernier chapitre, et bien évidemment ça va amener quelques lignes, in fine, c'est la fin du livre, où on va essayer d'interpréter cette énigme. Et là, le héros éponyme, Gargantua, propose que la vérité qui est dite derrière cette énigme renverrait, il emploie de grands mots, au décours et maintien de la vérité divine. Alors Gargantua ne va pas avoir le dernier mot, c'est frère Jean, donc le moine, qui va prendre la parole et qui descend d'un ou deux crans pour ce qui est du niveau interprétatif, puisqu'il dit que, non, en fait, c'est plus simplement la description des règles du jeu de paume. Et il y a évidemment, dans cette espèce de descente, de chute interprétative, une mise en question de la pratique récurrente de l'encodage herméneutique qui est souvent à l'œuvre dans les jardins. Ce que fait apparaître Rabelais, au fond, par cette dérision qui travaille l'énigme, c'est la pratique littéraire qui consiste à construire des machines à signifier, et dont le jardin est une sorte d'exemple tout à fait récurrent pendant la période médiévale et au cours du XVIe siècle. On pourrait aussi évoquer, mais je ne m'y attarderai pas, les textes utopiques. Dans les textes utopiques, le jardin est également investi d'une forte charge de signification, puisque ces textes déploient dans l'espace l'idéologie qui les sous-tend. Un très rapide exemple avec un texte utopique de la deuxième moitié du XVIIe siècle, La Terre australe connue de Gabriel de Foigny, qui élabore toute une description des jardins à partir du chiffre 4 et des multiples du chiffre 4. C'est une sorte de clé, on pourrait dire, qui servirait à rentrer dans tous les espaces de cette société utopique. Ce chiffre 4 a manifestement une dimension polémique sur un plan religieux. Il est surtout là pour ne pas employer le chiffre 3, le chiffre trinitaire. Il est une façon de contredire, de contrarier, on pourrait dire, le chiffre attendu d'un discours qui serait un discours orthodoxe sur le plan de la religion. Alors, si l'imagination et la pensée sont donc bien sollicitées par le jardin littéraire, la réalité, c'est le troisième degré, l'est également. Et c'est une composante, évidemment, qui intervient dans un certain nombre de textes littéraires. Alors ça se traduit naturellement dans l'enregistrement par les œuvres littéraires des tendances de l'art des jardins ou bien de la réflexion sur la nature qui serait propre à l'époque de la rédaction de telle ou telle œuvre. Mais il est aussi intéressant de noter qu'à certaines époques, le rapport entre pratique effective du jardin dans la réalité
et écriture du jardin se fait nettement plus étroit. Au XVIIe siècle, les avancées réalisées dans l'art des jardins stimulent une écriture littéraire des jardins à travers une pratique descriptive. Et il ne s'agit pas que de jardins qu'on imaginerait, il s'agit souvent de décrire des jardins réels. Ces jardins qui sont justement en pleine transformation, qui viennent du coup s'intercaler, s'insérer de la réalité vers l'intérieur des œuvres romanesques. Là aussi, je reviens à La Fontaine. La Fontaine l'a fait à plusieurs reprises et il a tenté de le faire, j'en prendrai un unique exemple, à travers Vaux-le-Vicomte. Vaux-le-Vicomte, c'est le domaine qui appartenait au surintendant des finances Fouquet. Vaux-le-Vicomte, La Fontaine voulait faire l'éloge de Fouquet à travers la peinture donc de son domaine. Mais Fouquet, le surintendant, a été arrêté en 1661 avant que son domaine, et donc les jardins qui entouraient ce domaine, soient achevés. On était donc dans une situation de jardins en chantier qui n'ont pas pu devenir la merveille qui avait été initialement projetée. Et du coup, cela se retrouve dans l'œuvre de La Fontaine, le Songe de Vaux, qui est une œuvre inachevée, qui, de chantier, devient ruine, autant que le jardin est devenu lui-même une ruine. Dans un registre un peu moins sombre, à la même époque, les romans d'un auteur comme Mademoiselle de Scudéry se plaisent à entreprendre très régulièrement la description des jardins contemporains sous des noms qui sont des noms à peine déguisés. Au siècle suivant, au XVIIIe siècle, on va encore plus loin dans cette proximité, dans ce rapprochement entre jardin réel et littérature. On a bien sûr de la poésie, en particulier les poèmes de Jacques Delille, qui perpétuent cette pratique littéraire et poétique de la description de jardin. Mais ce qu'on peut peut-être noter plus spécifiquement au XVIIIe siècle, c'est une sorte de mouvement inverse qui, du littéraire, irait vers la réalité. Et on peut prendre l'exemple d'Ermenonville, qui est un exemple assez connu, que son propriétaire, le marquis de Girardin, avait choisi de faire aménager à partir de sa lecture des œuvres de Rousseau. Donc les œuvres littéraires, sous la forme par exemple de bosquets des poètes, vont finalement conquérir le jardin, pénétrer à l'intérieur du jardin. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup à propos du XVIIIe, mais finalement, c'est quand même peut-être quelque chose qui existait déjà auparavant, si on pense aux sculptures que l'on trouve bien auparavant dans les jardins, les sculptures de figures mythologiques qui, d'une certaine manière, importaient déjà un matériau qui est culturel, mais qui est aussi un matériau largement manipulé par la littérature. Il arrive donc que la littérature jette en quelque sorte des pierres dans le jardin de la réalité, et le XVIIIe et le XIXe siècle l'ont sans doute pratiqué avec un petit peu plus de virulence, comme en témoignent peut-être ces pierres, justement, que l'on trouve souvent dans les jardins élaborés à cette époque-là, des pierres qui portent des inscriptions, des espèces de runes en quelque sorte, on pourrait dire, comme en témoigne peut-être aussi la poésie des ruines qui s'élabore à cette époque-là, et le fait que ces jardins se remplissent de fabriques, de bosquets et de fausses ruines qu'on se plaît à y élaborer. Enfin, je m'engage dans ma troisième et dernière piste que je vais traiter encore plus rapidement que la seconde. Je vais analyser une dernière tension qui concernerait donc cette fois-ci l'homme dans le jardin et qui essaierait de voir comment le jardin se débrouille entre solitude d'une part et civilité. Alors, cette troisième piste, donc, que les textes littéraires amènent à exploiter, réfère à la fois à l'action propre au déroulement d'une œuvre littéraire
et également à la conception de l'homme par rapport à la nature qu'elle présuppose. Que fait-on dans un jardin quand on est au sein des œuvres littéraires? À une telle question, la diversité des œuvres ne permet sûrement pas de répondre de façon univoque. Je vais néanmoins tenter de cibler à travers les époques quelques constantes et quelques particularités. Et comme je l'ai fait pour les deux parties précédentes, c'est également dans cette tension, dans un effort de tension, que je vais essayer de situer cette place de l'homme ou du personnage dans le jardin. Alors, à une extrémité, le jardin, par opposition à des lieux habités, peut apparaître comme un lieu solitaire, un lieu de solitude, un espace où l'on pourrait fuir autrui, ou plus largement une vie habitée, par exemple la vie de cour. Le jardin donc serait un lieu de calme, un lieu d'apaisement, un lieu où on pourrait mieux se retrouver soi-même. Il faut néanmoins évoquer les limites de cette solitude qui sont des limites spatiales. Le jardin n'est quand même pas une grotte, ça n'est pas un espace infini. Et on remarque que Rousseau, quand il rend compte de ses promenades, à travers les rêveries du promeneur solitaire, a besoin d'un périmètre tout à fait autre que celui du jardin. S'il passe par le jardin, c'est de façon très exceptionnelle et très rapide, mais pour atteindre la rêverie, il lui faut s'éloigner beaucoup plus des hommes que ne le permet le jardin, et de préférence aller gagner aussi de plus vastes espaces. La figure donc du philosophe à connotation érémitique est donc un peu difficile à rattacher au seul jardin en littérature. Au XVIIe siècle, cependant, ce qu'on voit, c'est un certain nombre d'auteurs, dont je peux citer quelques noms, le poète Théophile de Viau, l'épistolière Madame de Sévigné, le théoricien poète Boileau, convoquaient dans leurs écrits des figures tout de même un peu singulières. On voit chez ces auteurs apparaître le nom de leur vrai jardinier, de leur jardinier de la réalité. Et ces personnes qui ont ce métier de jardinier deviennent de nouvelles figures de la sagesse. Ce sont des détenteurs d'un savoir, ce savoir qui serait l'art des jardins, et au fond, cela devient une nouvelle sagesse, en tout cas peut-être un idéal de vie. De telles convocations pourraient être rapprochées, sans doute à la même époque, d'une figure créée à nouveau par La Fontaine, qui est la figure d'Orthésie. Orthésie, donc ce nom formé à partir du hortus latin. Orthésie, c'est une fée, et c'est une fée parmi quatre autres fées qui sont des allégories qui sont représentées dans ce songe de veau, dont je vous parlais à l'instant. Les trois autres allégories que l'on trouve à ses côtés sont la peinture, l'architecture et la poésie. Et ces quatre allégories vont nourrir ce qu'on appelle un paragone des arts, une lutte, une rivalité, on pourrait dire, entre les arts. Donc voilà, on a une sorte d'arrivée de l'art des jardins, Orthésie, à côté d'allégories plus traditionnelles, la peinture, l'architecture, la poésie. On voit de cette manière-là que l'art des jardins accède non seulement à une personnification, mais à l'ordre merveilleux et à l'ordre suprahumain de la féerie à travers ses incarnations. Alors cette dimension donc d'intimité qui serait celle de la solitude, qui n'est peut-être pas si réussie que cela à l'intérieur du jardin, peut se décliner non seulement à un, mais peut se décliner peut-être plus souvent à deux. Et dans ce cas, on pourrait parler d'une sorte de solitude relative qui laisserait la place à une certaine sensualité, qui laisserait la place à la tentation amoureuse, avec toute la gamme possible qui peut nous faire aller du simple trouble à l'éveil des sens. C'est ce qu'on voit par exemple dans la nouvelle Héloïse avec la scène du baiser dans le bosquet à la lettre 14 de la première partie, qui est une lettre qui montre l'éveil des sens et qui est fortement influencée par le sensualisme de Locke, mais ça peut aller jusqu'à l'érotisme et même jusqu'à la pornographie. De nombreux auteurs jouent
sur cette dimension suggestive, hein, du point de vue amoureux, de l'action de la nature à l'intérieur du jardin. Dans Les Misérables, ce jardin de la rue Plumet dont je parlais tout à l'heure, qui a été donné pourtant à la sage Cosette, ne va pas échapper, hein, à cette détermination-là. Hugo décrit dans ce jardin impénétrable à cause de cette broussaille colossale, à cause de ces grilles, décrit d'abord un état d'abandon, et puis il décrit soudain un mouvement nouveau, un mouvement de gonflement, qui est soudain celui d'une nature qui reprend vie, mais qui reprend vie non pas seulement pour elle-même, parce que en fait, il s'agit de préfigurer l'éveil à l'amour de Cosette à l'égard de Marius. Et Hugo emploie à ce moment-là l'expression de nature en rut, hein, qui est évidemment tout à fait significative, qu'il emploie d'ailleurs à plusieurs reprises, hein, et qu'on va retrouver quelques années plus tard sous la plume de Zola, dans La faute de l'abbé Mouret, quand il décrit un jardin marqué évidemment par les mêmes caractéristiques. Dans la feuille, dans l'exemplier que je vous ai fourni, je n'ai pas résisté au plaisir de vous donner une version un peu parodique, hein, de ce genre d'association, hein, entre la dimension amoureuse et le jardin, même si on n'a peut-être pas tout à fait exactement un jardin. Il y a une version parodique donc, qui se situe dans le premier chapitre de Candide. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, donc voilà, ça sera le parc plutôt que le jardin, vit entre les broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, une petite brune, très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Donc, scène parodique, hein, qui nous montre un risque, hein, on pourrait dire, du jardin, car cette scène est également une scène de voyeurisme, où la solitude à deux se transforme en une scène à double fond et à trois, hein, à trois personnages. Comme le jardin, ce parc, hein, du château de Thundertentonk offre un caractère intermédiaire entre clôture et ouverture. En ce sens, le jardin, c'est aussi un lieu idéal pour mettre en place des rencontres entre personnages. À la fois ouvert ou fermé, près de la maison, mais jouxtant aussi la rue, il peut abriter à la fois des épisodes qui réfèrent au public, au privé ou au public. De fait, il n'est pas vraiment un lieu de retraite, en tout cas pas un lieu de retraite durable. De fait, de sa proximité avec les lieux habités, il est surtout un espace intermédiaire qui bénéficie d'une excellente rentabilité fictionnelle par sa capacité à cumuler, selon les besoins, le privé et le public, la rencontre et le hasard, tout en ménageant une certaine vraisemblance. Il est enfin des cas où la solitude paraît bien loin. Ce sont tous les textes qui font du jardin un lieu de civilité et de sociabilité. Dans les œuvres du XVIIe siècle, on trouve à de nombreuses reprises cette situation pour les scènes de sociabilité, sans doute en écho avec la pratique sociale de la promenade. Pratique qui est permise, hein, par la conversation, l'aménagement contemporain d'espaces dévolus à une fonction sociale. Dans l'univers de la mondanité, cette pratique de la conversation est un plaisir qui est redoublé par la promenade. Le jardin s'admire donc, mais il se parcourt aussi, il est un lieu de plaisir, de fête, d'événements qui contribuent à encourager la sociabilité. Mais surtout, le jardin est un lieu de dialogue. Cette dimension existait déjà dès l'Antiquité. On peut évidemment penser à Platon et au jardin d'Académos. Hein. En France, à partir du milieu du XVIIe siècle, la littérature galante renoue avec la tradition du colloque et adopte pour scène d'énonciation l'espace du jardin, qui apparaît comme
un lieu de réunion, hein, un lieu mixte où se rencontrent les hommes et les femmes, les professionnels et des gens beaucoup plus ignorants. Le choix du jardin comme une scène qui serait une scène de parole, où on va avoir des conversations morales, où on va faire des récits, où on peut avoir des entretiens philosophiques, devient finalement un nouveau trait tout à fait distinctif de cette catégorie de la galanterie. Et le jardin devient finalement un lieu où on va pouvoir installer un très grand nombre d'œuvres avec des enjeux qui sont des enjeux tout à fait diversifiés. Alors, je vais peut-être, je vois qu'il est 6h25, j'ai peur que tout s'arrête, donc je vais peut-être zapper ma conclusion pour laisser éventuellement la place à voilà, quelques mots de votre part si vous le souhaitez. Voilà, je m'arrête. Ben, on peut peut-être d'abord... Merci beaucoup Isabelle pour cette conférence très vaste, très dense aussi. Alors, vous avez des questions? Tu parles? Peut-être Sarah aussi, de ton côté, et de partout. Il y a eu tellement de choses de dites qu'on ne sait plus par où commencer. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé, d'une part, cet effort que tu as fait de définition. C'est vrai que c'est le point de départ, hein, de toute manière, de la réflexion. Ça a recoupé beaucoup d'éléments aussi qui ont été dits dans la première partie du séminaire, puisqu'il y a eu des présentations sur des textes sortant sur le jardin. Peut-être que vous avez des recoupements suggérés. Oui, d'accord. On a beaucoup travaillé sur la dimension allégorique tout à l'heure, notamment. Hein, donc, l'idée qu'il y a une lecture aussi du jardin. Donc, d'une part, tu disais le jardin comme machine à signifier, mais en contrepartie à lire aussi. Hein, donc, cette pratique aussi qui va être très très importante. Donc, tous ces symboles qui sont déjà présents, qu'il faut déjà reconnaître. On a aussi rappelé la dimension alchimique. Est-ce que tu as travaillé aussi sur ces questions-là? Non, pas tellement. Non. Donc l'alchimie, c'est assez intéressant aussi, mais ça recoupe tout à fait ce que tu as dit. Bon, alors je pense que ça va nous faire réfléchir. Les questions vont surgir peu à peu. Alors moi, tout à l'heure, je suis arrivée un peu en avance, du coup j'ai entendu un bout d'exposé, mais pas tout. Et au moment où, alors je ne sais pas qui, parlait de Jean-Pierre Le Dantec, et effectivement, je ne sais pas, la personne qui en parlait avait l'air un peu frustrée, peut-être, enfin je ne sais pas, j'ai peut-être mal interprété sur la dimension incomplète qui est... le propos de Le Dantec, de proposer des entrées, mais qui du coup ne permettent pas de procéder de façon chronologique. Et je pense en fait que, au fond, mon choix était un peu identique, hein, celui de Le Dantec, moins complet encore. Mais c'est difficile, je pense que c'est même impossible d'être dans quelque chose d'exhaustif, parce qu'il y a trop d'évolution, de contradictions, de coexistence, et que c'est un objet que nous ne cernerons pas. Qu'il faut renoncer à cerner, je crois, à un moment. Je pense qu'il y a quelque chose qui va nous résister définitivement. Quoi. Oui, c'est un objet d'étude qui est tellement vaste, en fait, que c'est très difficile d'avoir un point de vue, d'avoir même quelques éléments de définition. Comme tu l'as montré, il y a toujours une variabilité. Puis je reviens à la confusion dont tu parlais au début entre le parc et le jardin.
Je me demandais si ce n'était pas lié aussi à encore une indécision à cette époque-là entre les deux termes. Donc, étant donné qu'on est encore quand même en moment d'émergence du jardin comme paysage, est-ce que le fait de nommer le jardin parc et le parc jardin ne reflète pas ce moment où on n'a pas encore tout à fait différencié ces deux... Oui, je pense que il y a des questions d'histoire de la langue et d'emploi qui sont sûrement à l'œuvre et qui font que, ben voilà, c'est peut-être plus clair pour nous, mais ça ne l'était pas forcément pour eux. Je suis pas si sûre que ce soit complètement clair pour nous, même maintenant. Voilà. Oui, c'est ça, c'est une question intéressante. Mais comme il y a eu des développements du côté du parc qui est devenu à la fois parc national, parc de conservation, mais c'est aussi une piste intéressante à creuser. Surtout ici au Québec où on a toutes sortes de parcs. Donc, je pense que là aussi il y a un filon de ce côté-là. Parc public aussi. Je ne sais pas à quel moment se mettre en place les parcs publics. Ça, les géographes doivent peut-être mieux savoir que nous. Je pense, après je ne suis pas non plus hyper spécialiste, mais je pense que c'est relativement récent en fait. Enfin, quand je dis récent, je le mettrais, mais peut-être que toi... Début 19e. Oui, c'est ça, c'est pas très... Avant le parc, enfin, c'est plutôt un espace privé, quoi. L'idée de parc public, du caractère public, c'est vraiment quelque chose de récent. C'est récent. Mais à propos des parcs nationaux, si je me souviens bien, les premiers parcs nationaux aux États-Unis, l'idée est quand même de les transformer en jardin, c'est-à-dire un lieu de délaissement pour les Américains. Il y a un transfert de l'idée de l'agrément, même à cette dimension qui n'a rien à voir. C'est pas que la conservation, c'est vraiment le loisir, l'agrément qui est vraiment mis au centre aussi. Oui, la récréation. Et la conservation, non, avec John Muir, par exemple, qui est à l'origine. Ça vient un peu plus tard. À mon avis, ça vient dans un deuxième temps. Mais en fait, parmi les premiers parcs aussi, enfin ceux qui ont été créés en Afrique, il y avait la dimension chasse, donc loisir effectivement, qui était en fait les premiers, c'est ça, c'est faire des réserves de chasse en fait. Alors, donc il y a la dimension. Des réserves phoniques. Oui. Demain, j'emmène un autre groupe d'étudiants dans une réserve phonique pour expérimenter un parcours littéraire et sonore. Comme quoi, c'est pas inconciliable. C'est pas évident. Si je peux me permettre pour revenir aux premières distinctions que tu as posées, entre le jardin et l'herbier, il n'y a pas de différence de ça. Vas-y. C'est un jardin sec. Je disais que Isabelle a posé au début quelques limites, dont le rapprochement davantage entre le jardin et le champ qu'entre l'herbier et le jardin. Et j'étais surprise de ça parce que l'herbier est un jardin sec au départ. Et il y a dans le jardin aussi cette idée de collection qui est très forte. Et d'ailleurs, l'idée du florilège que tu décrivais, ça ressemble, enfin, c'est simultané avec l'apparition des herbiers. Ouais, d'accord. C'est simultané, les herbiers, ça apparaît quand en fait 16e. Au 16e. Ouais. Mais les florilèges, tu les trouves dès la période médiévale quand même. D'accord. Mais là, quand tu parlais de ces jardins, ce qu'on appelle des marguerites. Il y a quand même cette idée de collection qui est simultanée aussi avec l'arrivée des plantes en Europe qui viennent d'ailleurs, etc. Donc, pour moi, le jardin est très proche de l'herbier. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai un peu de mal à... Il y a la question de la conservation qui est quand même un peu difficile pour le jardin. Enfin, ça peut exister un jardin qui conserve. Mais ça me semble quand même une dimension plus propre à l'herbier, clairement, la conservation, que pour le jardin. Je sais pas, non? Oui, non, c'est... D'ailleurs, dans beaucoup de choses dont tu as parlé ici, il y avait la dimension temporelle, parce que c'est ça qui change beaucoup entre l'herbier et le jardin. Le fait qu'on extrait du temps, de la temporalité vivante des plantes.
Et là, il y avait aussi une dimension chronologique, enfin, du changement entre le jardin sauvage qu'on aménage ou d'un jardin aménagé qui devient sauvage, et dont les plantes subsistent. Oui. Il y avait beaucoup de cas où il y avait cette chronologie dans le jardin qui était intéressante. Alors, Je suis désolée, je dois vous quitter, l'université va fermer. Enfin, c'est les lieux, donc on va mettre fin à la vision. Encore merci, Isabelle. On aurait pu rester discuter longtemps. Nous, on va au jardin botanique la semaine prochaine. On va visiter l'herbier Marie-Victorin, notamment. quelle chance. Voir l'exposition de dessins de Francis Allais. Voilà, donc ça va être chouette. Donc on se revoit le 31. Alors nous, on sera en vacances le 31, malheureusement. Vous serez en vacances, Ben oui. Donc vous risquez de ne pas nous voir. C'est sûr. On regrette beaucoup. C'est le 14 novembre, je pense. Là, on devrait être là. Vous serez là? Oui, Oui. oui, oui. Vous serez là. Bon. Et ce sera 17h du coup encore ou... Ah, Oui, peut-être. même chose, oui. D'accord. Vous ne voyez plus? Si, c'est en train de nous dire que ça va pas tarder. Voilà, peut-être, je sais pas. c'est bientôt la fin. Donc 17h, ouais, même chose. Très bien, bon, on note. Ça marche. D'accord. Très bien. Bon. À bientôt. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci pour tous, à la prochaine. Donc nous, on se dit aussi à la fin, le 14. Tu sais. Amélien, tu viens? Oui. À la vision. C'est un peu comme ça. Non. Je vais d'abord éteindre. Pour éteindre. Oui. Il ne faut pas demander aux techniciens parce que ça ne peut pas. Ça marche bien, le sonore. Et puis moi, je dois donner des noms. Je vais envoyer ça aujourd'hui. Apporte-toi un lunch, c'est pas une idée, parce qu'on va avoir une discussion après la visite de l'exposition. Il y a quelqu'un qui nous fait visiter d'ailleurs. Ensuite, on organise une petite discussion autour du livre de Francis Allais. Éloge de la plante. Je l'ai pas lu celui-là. C'est comment? Dis-moi, là, t'es libre pour dîner ou t'as toutes sortes de trucs? Je veux bien, mais figure-toi qu'il m'est arrivé un truc. J'ai oublié mon porte-monnaie. Ah ben ça, c'est pas grave, j'ai des sous. J'ai des sous. Moi, Je je te vais mourir dans le fond. Avant que j'aille au département qui était. Non, j'ai des sous. On va faire ça. Ok, on fait ça. On va faire rapide parce que Stéphanie m'attend à 1h30 et on a le temps d'aller manger. Oui, tu me dis où? C'est parce qu'il doit être 1h moins 20 à peu près, là? Ouais, On fait une journée. Très bien. C'est sûr, ouais. D'accord. Bon, mercredi prochain. Merci, bonne semaine. Est-ce qu'il y a une toilette juste à côté? Oui. Je vais faire ça pendant que je mange. À droite. Ça, ça reste ici, j'imagine, tu vas aller porter ça quelque part. Je ne pense pas de ça. Je vais dans le couloir. Bonne journée. Merci, toi aussi.
projet un crayon, le manteau, là, il est à toi. D'ailleurs, comment tu as fait pour aller de ce côté-là? Parce que moi, je l'ai vu juste là. Oui. C'est un manteau ou un parapluie? Un parapluie, je pense. Je crois qu'il était là. On va le laisser là. Aujourd'hui, j'ai perdu. Par contre, le crayon. Voilà. Merci. De rien. Je ne l'ai pas vu de ce côté-là. Tu es rentré dans l'espèce de département, je sais pas quoi. Non. Non? Tu es allé à droite ici. Ah bon? Ouais. Il y a aussi des. Vous devriez l'avoir touché. Vous allez juste dépasser les 4 Juste ça.